En octobre, tout a basculé dans le Sahel. Ibrahim Traoré a incarné le tournant décisif qui a radicalement changé la dynamique du Burkina Faso. Après 2 décennies d'incertitude, une opération militaire inédite a bouleversé l'équilibre géopolitique de la région. Mais à quoi ressemblerait un avenir façonné par une souveraineté retrouvée? Comment un territoire longtemps dominé par des puissances extérieures a-t-il pu prendre en main son propre destin? La réponse réside dans cette méthode silencieuse mais profondément structurée qui a fait basculer la situation en seulement 48 heures. Ibrahim Traoré ne faisait pas seulement face à un défi militaire, il redéfinissait l'histoire du Sahel. Ce qui s'est passé en octobre n'est pas simplement une victoire militaire, c'est le début d'une transformation radicale. Le Sahel, longtemps soumis à des influences extérieures, a vu émerger une nouvelle force capable de prendre les choses en main. Ibrahim Traoré a offert non seulement une réponse immédiate à une crise géopolitique, mais aussi une promesse d'avenir. Un Burkina Faso autonome puissant et capable de défendre ses intérêts sans l'ombre d'une ingérence étrangère. Mais cette promesse n'est pas sans risque. Le chemin vers cette autonomie est semé d'embûches. Diplomatie fragile, tensions internes et un environnement régional instable. La véritable question demeure. Cette indépendance retrouvée pourra-t-elle résister aux pressions extérieures et garantir un futur stable pour la région? Le destin du Sahel dépend désormais de cette nouvelle vision. Mais à quel prix? L'avenir du Burkina Faso et de l'ensemble du Sahel se joue à travers ce pari audacieux. Le octobre, un événement discret mais d'une importance capitale s'est produit. Avant l'aube, un signal intercepté a révélé une inversion stratégique fondamentale. En moins de heures, les forces sahéliennes ont déployé une opération coordonnée qui allait redéfinir les contours de la guerre dans la région. Cette victoire n'était pas le fruit d'une improvisation, mais le résultat d'une préparation méticuleuse d'un travail acharné, de localiser les vulnérabilités ennemies et d'une détermination à ne plus rester passif face à l'influence extérieure. Ce qui a changé ce jour-là n'était pas simplement la tactique militaire, mais l'approche même de la souveraineté dans le Sahel. Sous la direction de Ibrahim Traoré, une nouvelle méthode est née, une méthode qui faisait fi des traditions de dépendance envers les technologies et les stratégies étrangères. Les armées sahéliennes ont agi pour la première fois selon un cadre entièrement local, reposant sur des réseaux de communication chiffrés et des stratégies élaborées sur le terrain. Cette opération a mis en évidence un fait indéniable. Le Sahel pouvait désormais non seulement résister, mais également initier ses propres décisions stratégiques sans l'aide des puissances étrangères. Le moment crucial est survenu lorsque les premiers drones locaux assemblés à Bamako et Ouagadougou ont pris leur envol. Ce n'était plus un simple symbole de modernité, mais le témoignage d'une autonomie retrouvée d'une armée sahélienne capable d'imposer sa propre vision du conflit. Au cœur de cette transformation se trouve Ibrahim Traoré, un homme forgé non seulement par les épreuves de la guerre, mais aussi par un système défaillant qu'il s'engage à réformer. Contrairement à d'autres leaders, son approche n'a jamais été celle de la grandeur personnelle, mais celle d'une mission collective: redéfinir l'identité et la souveraineté du Burkina Faso et du Sahel. Son influence n'est pas le résultat de discours grandiloquents, mais de décisions pragmatiques et efficaces. Dès le début, Traoré a compris qu'une transformation durable ne passerait pas uniquement par la victoire militaire. Ce qu'il cherchait, c'était une réorganisation fondamentale du rapport de force sur le terrain, un rétablissement de la confiance et une réappropriation du destin régional. Cela ne se résumait pas à une simple confrontation, mais à un changement de paradigme dans la manière dont les forces sahéliennes concevaient la guerre, l'autonomie et la coopération régionale. Son impact initial fut immédiat. L'armée burkinabé, autrefois dépendante de la stratégie étrangère, est devenue l'acteur central de son propre territoire.
Dans les villages proches des zones de conflit, les populations ont observé un changement radical. L'ennemi qui avait longtemps agi librement était désormais contraint de réagir à des manœuvres qu'il n'avait pas anticipées. Cette nouvelle dynamique a permis à Traoré de poser les bases d'une guerre plus réfléchie, plus autonome et surtout plus juste. Il n'a pas seulement redonné espoir aux Burkinabés, mais aussi une place sur la scène régionale, en soulignant que l'autonomie est possible même dans les conditions les plus extrêmes. Le octobre, tout a changé pour le Sahel. Ce matin-là, un simple signal intercepté a déclenché une réaction en chaîne qui allait bouleverser l'ensemble de la région. L'opération menée par Ibrahim Traoré n'était pas simplement une offensive militaire, elle marquait un renversement stratégique. Les armées sahéliennes, autrefois en grande partie dépendantes des décisions et technologies étrangères, ont montré leur capacité à agir de manière autonome, un événement aussi discret que décisif. Au lever du jour, les positions ennemies, qui avaient longtemps fait l'objet de stratégies extérieures, étaient prises aux tenailles. Les informations circulaient désormais plus vite que jamais grâce à des réseaux de communication chiffrés développés localement. En quelques heures, les forces burkinabées ont déployé une série de manœuvres coordonnées qui ont rapidement déstabilisé l'ennemi. Le terrain, autrefois un obstacle, est devenu un allié stratégique grâce à une logistique parfaitement synchronisée entre les différentes forces régionales. L'opération était d'abord une question de timing précis et de réaction rapide. À H, la première vague d'attaque a été lancée. Les batteries SR récemment modernisées ont tiré en direction des positions ennemies mobiles, réduisant ainsi leur mobilité. En quelques minutes, des dizaines de motos et de véhicules blindés ont été neutralisés. Les frappes aériennes effectuées par des drones locaux ont défiguré le paysage stratégique ennemi, ce qui aurait été un exploit difficile pour n'importe quelle autre armée de la région, est devenu une opération fluide grâce à l'organisation interne et à la prise de décision locale. À Adjash, la deuxième vague a frappé. Cette fois, l'objectif était les dépôts de carburant essentiels à la mobilité de l'ennemi. Une autre cible stratégique, les tentes de commandement, ont été rasées dans un enchaînement parfait. Les différentes branches de l'armée sahélienne, malienne, nigérienne et burkinabé se coordonnaient de manière impeccable en dépit de la taille et de l'étendue de l'opération. Pour la première fois, les forces locales étaient en contrôle total de leur action. L'attaque s'est intensifiée tout au long de la journée. À midi, les positions ennemies étaient non seulement affaiblies, mais aveuglées. Les drones maliens ajustaient en temps réel les trajectoires et les unités nigériennes verrouillaient les points d'appui. L'opération, qui semblait au départ une série de frappes ponctuelles, s'est avérée une démonstration de puissance militaire méthodique basée sur une nouvelle cohésion entre les pays sahéliens. Les impacts ont été immédiats et visibles. Les lignes de communication de l'ennemi étaient coupées, les points de ravitaillement hors service et les réseaux de commandement paralysés. Les soldats burkinabés, avant tout habitués à défendre un territoire imposé, sont devenus les acteurs principaux de leur propre destin. Dans les villages voisins, l'angoisse qui marquait la vie quotidienne des habitants a progressivement laissé place à un espoir tangible. Les radios locales ont diffusé les premiers bulletins de victoire qui étaient rapidement relayés dans toute la région. Cette offensive a marqué un tournant non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans la psychologie des habitants de la région. Pour la première fois depuis des décennies, les forces sahéliennes étaient en mesure de définir les règles du jeu. Ce n'était plus la guerre imposée par l'extérieur, mais celle menée par et pour le Sahel. La prise de contrôle du terrain a permis de redéfinir les frontières du conflit et d'ouvrir une nouvelle phase de l'histoire sahélienne. L'opération, menée sous la direction de Ibrahim Traoré en octobre, n'a pas seulement eu un impact tactique immédiat, elle a également été marquée par des résultats
quantifiables qui ont renforcé la crédibilité et l'efficacité de la stratégie sahélienne. Trois chiffres clés ont illustré la transformation radicale opérée par cette offensive. Le premier chiffre marquant a été le nombre de positions ennemies neutralisées. Positions ont été anéanties en moins de heures. Ce chiffre, comparé aux opérations précédentes dans la région, a démontré un changement sans précédent dans la capacité des forces sahéliennes à prendre l'initiative sur le terrain. Dans le passé, de telles actions auraient exigé un soutien extérieur massif, tant en termes de planification que de ressources. Mais cette fois, le travail était effectué par des troupes locales, utilisant des moyens locaux. Les experts militaires ont rapidement souligné qu'une telle efficacité était le résultat direct de la coordination entre les pays sahéliens et de l'utilisation de technologies adaptées aux réalités locales. Le deuxième indicateur décisif a été l'étendue du territoire couvert par l'opération. Près de km2 ont été sécurisés de manière coordonnée. Cet espace, considéré comme trop vaste pour une opération locale dans un environnement aussi complexe, a été couvert grâce à l'implantation d'un réseau de communication sécurisé. Ce réseau, qui permettait aux différentes unités sahéliennes de se coordonner en temps réel, a joué un rôle crucial dans l'efficacité de l'opération. L'utilisation de drones et de systèmes de communication développés en Afrique de l'Ouest a permis de lier des unités séparées par des kilomètres de terrain hostile, facilitant ainsi une approche unifiée qui a surpassé les attentes des observateurs internationaux. Le troisième indicateur, et non des moindres, concerne les pertes humaines parmi les civils. Malgré l'intensité des frappes et la nature de l'opération, le taux de pertes civiles est resté inférieur à %, un chiffre exceptionnel dans un contexte de guerre où les zones de conflit sont souvent densément peuplées. Ce faible taux de perte est un témoignage direct de la discipline des forces sahéliennes dans la sélection des cibles et l'utilisation d'une intelligence de guerre avancée minimisant les risques pour les civils. Cette précision dans l'exécution des missions a renforcé la légitimité de l'opération non seulement sur le plan militaire, mais aussi au niveau de la perception locale et internationale de l'engagement des forces sahéliennes. Ces trois résultats ont illustré non seulement l'efficacité de l'offensive, mais aussi la maturité des forces sahéliennes. Pour la première fois, des résultats tangibles ont prouvé que le Sahel pouvait mener une guerre selon ses propres termes et non sous la contrainte ou la direction des puissances extérieures. Ces chiffres n'étaient pas seulement des indicateurs de succès militaire, mais des preuves claires de la résilience, de l'ingéniosité et de l'autonomie du Sahel dans un contexte de lutte pour la souveraineté. Ibrahim Traoré, avec sa vision claire et sa stratégie méthodique, a fait en sorte que chaque nombre enregistré devienne une victoire symbolique contre des décennies de dépendance extérieure. Malgré le succès évident de l'offensive menée par Ibrahim Traoré en octobre, plusieurs critiques ont émergé, soulevant des préoccupations légitimes sur les implications à long terme de cette stratégie. Deux des arguments les plus fréquents se sont concentrés sur les risques inhérents à une telle démarche et sur les limites de l'autonomie retrouvée. Ces critiques, bien qu'appuyées par des faits, ne tiennent cependant pas compte des réalités locales et de la dynamique de l'opération. Le premier argument contre cette approche a été que l'accélération de l'offensive, aussi efficace soit-elle sur le plan militaire, risquait de compromettre la stabilité diplomatique du Burkina Faso et de la région. En agissant si rapidement et avec une telle intensité, l'opération a été perçue par certains comme un retour aux réflexes autoritaires potentiellement dangereux pour les contre-pouvoirs civils et la gouvernance démocratique. Les observateurs européens ont mis en garde contre ce qu'ils considéraient comme un excès de vitesse,
dans la réaffirmation de la souveraineté, s'inquiétant de la fragilisation des structures politiques internes et des pressions croissantes sur les leaders locaux pour maintenir cette dynamique. Le second point de critique visait la dimension populiste de l'opération. Selon certains analystes, la rapidité et l'efficacité de l'attaque ne faisaient que masquer des faiblesses sous-jacentes dans la gouvernance et la structure institutionnelle du Burkina Faso. Ils soutiennent que la victoire militaire risquait de se transformer en un simple outil de propagande destiné à rallier les masses sans pour autant établir des bases solides pour une stabilité à long terme. L'argument sous-jacent ici était que le succès tactique ne suffisait pas à créer une autonomie véritable et durable, car il reposait principalement sur des actions militaires ponctuelles et non sur une réforme profonde des institutions civiles et des relations diplomatiques. Cependant, ces critiques ne prennent pas en compte la réalité du terrain et la préparation méticuleuse qui a précédé l'opération. L'autonomie, qui a été démontrée en octobre, ne se limite pas à la simple exécution d'une offensive rapide. Elle repose sur des mois de préparation et d'investissement dans des infrastructures locales de communication, de renseignement et de logistique. En outre, l'opération a été conçue de manière à minimiser les pertes civiles, à renforcer les capacités des forces sahéliennes et à poser les bases d'une coopération régionale renforcée indépendante des acteurs extérieurs. Ce n'est donc pas un excès de pouvoir ni une action populiste, mais une démarche pragmatique fondée sur la réalité du terrain et les besoins immédiats de sécurité. L'initiative de Traoré, loin de compromettre la stabilité à long terme, en a jeté les bases solides en préparant le terrain pour une autonomie durable à la fois sur le plan militaire et politique. La véritable question réside dans la capacité à maintenir cette cohésion, mais les résultats obtenus en montrent clairement qu'une nouvelle ère pour le Sahel est désormais possible. À ce moment critique de l'opération, un tournant inattendu se produisit. Les premières données récoltées des drones locaux ont révélé que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans l'efficacité des frappes, mais dans la capacité à reconfigurer complètement la dynamique de la guerre dans le Sahel. En moins de heures, l'ennemi, qui s'était jusque-là considéré comme maître du terrain, se retrouvait désorienté, incapable de s'adapter à cette nouvelle approche. Les premières raids de frappe étaient violentes rapides, mais ce qui les rendait encore plus décisives, c'était leur pouvoir de redéfinir les règles du jeu. Ibrahim Traoré et ses forces locales n'avaient pas seulement gagné une bataille, ils avaient établi un nouveau champ de bataille. L'impact de cette révélation ne résidait pas dans la destruction physique, mais dans le changement mental qu'elle imposait. Les drones maliens et les unités nigériennes s'ajustaient instantanément, non seulement en termes de stratégie, mais aussi en termes de perception. Ce n'était plus un conflit réactif dicté par des forces extérieures, mais une guerre autonome où chaque décision était dictée par les réalités locales. C'était là que le Sahel, sous l'impulsion de Traoré, avait franchi une étape décisive vers son autonomie. Les répercussions immédiates de l'offensive dirigée par Ibrahim Traoré ont été bien plus vastes que le simple succès militaire. La victoire sur le terrain a non seulement modifié les rapports de force locaux, mais elle a aussi transformé la perception du Sahel sur la scène internationale. En quelques jours, le Sahel est devenu le centre d'une attention mondiale renouvelée. Mais les conséquences concrètes de cette offensive ont touché 4 sphères distinctes, redéfinissant les priorités politiques, économiques et sociales dans toute la région. Niveau institutionnel, consolidation du pouvoir local, NN. La victoire militaire a permis au gouvernement burkinabé de renforcer sa légitimité interne. L'unité des forces sahéliennes et en particulier la cohésion entre les différents États de la région a transformé le Burkina Faso en un acteur central du Sahel. La capacité à prendre des décisions
sans dépendance extérieure, a réaffirmé l'autorité locale et instauré une nouvelle ère de relations diplomatiques. Le pouvoir n'était plus seulement symbolique, il était désormais pragmatique, ancré dans la souveraineté retrouvée du pays. Cela a également ouvert la voie à un renouveau politique où les décisions étaient désormais prises par et pour la région. Secteur économique, transformation économique, DN. L'impact économique a été profond. En conséquence de la stabilisation sécuritaire, les investisseurs étrangers initialement réticents ont commencé à percevoir le Sahel sous un jour nouveau. Des entreprises locales, notamment dans les secteurs de la cybersécurité des infrastructures et des énergies renouvelables, ont vu leurs perspectives se multiplier. Le Sahel, longtemps perçu comme une zone de risque, devenait un pôle d'opportunités économiques. De plus, les initiatives locales ont montré que l'indépendance stratégique pouvait se transformer en moteur de croissance. Population, vie quotidienne et dignité retrouvée, ND. Les impacts sur les populations ont été immédiats qu'émotionnels. Les civils, souvent les premières victimes des conflits prolongés, ont vu leur quotidien profondément transformé. Dans les villages libérés, les déplacements forcés ont commencé à diminuer, les marchés ont rouvert et les écoles ont repris. Plus que tout, un sentiment de dignité retrouvé a traversé les communautés sahéliennes. Les habitants ont pris conscience que leur destin était désormais entre leurs mains, et ce changement mental a donné naissance à un climat de confiance et de solidarité nouvelle. La résilience des populations a été l'une des plus grandes victoires de cette offensive. Région, coopération régionale et géopolitique, KV. À l'échelle régionale, l'impact a été tout aussi significatif. La coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'est intensifiée, créant une nouvelle structure de sécurité. Cette alliance formée autour d'un socle commun de défense et de développement a permis de renforcer l'indépendance stratégique de la région. Les partenariats Sud-Sud ont pris de l'ampleur et l'influence extérieure, notamment de la France et des autres puissances occidentales, a diminué. Les pays du Sahel ont ainsi commencé à se projeter comme un bloc uni prêt à défendre ses intérêts communs et à bâtir des alliances avec d'autres pays africains. En somme, les conséquences de cette offensive ne se limitaient pas à un simple changement militaire. Elles ont marqué le début d'une transformation systémique dans le Sahel avec des répercussions directes sur la gouvernance, l'économie, la vie quotidienne des populations et la place de la région sur la scène internationale. La véritable victoire de Traoré n'a pas seulement été sur le champ de bataille, mais dans la capacité à redéfinir le futur du Sahel en instaurant des bases pour une autonomie durable. À la suite de la victoire décisive du Sahel, trois trajectoires possibles se dessinent pour les mois à venir. Chacune porte en elle une part de promesses, mais aussi des risques importants qui détermineront l'avenir de la région. Le rôle central de Ibrahim Traoré et de ses alliés sahéliens sera essentiel pour définir lequel de ces scénarios se concrétisera. Scénario probable, base case. Le scénario le plus probable repose sur la continuité et la consolidation de la stratégie actuelle. La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger restera solide et les mécanismes de défense régionale continuent de se renforcer. Les réformes institutionnelles devraient se poursuivre lentement mais régulièrement, permettant une plus grande autonomie gouvernementale et une consolidation des capacités locales. Sur le plan économique, les efforts pour renforcer l'indépendance énergétique et la cybersécurité devraient permettre une résilience accrue face aux défis extérieurs. Toutefois, ce scénario comporte un risque majeur, la fatigue sociale et politique. L'instabilité dans certaines zones frontalières pourrait à terme freiner les avancées. Le maintien de cette cohésion nécessitera une vigilance constante et un engagement fort pour éviter que les divergences internes ne sapent les acquis. Scénario favorable, optimistique
case. Dans le scénario optimiste, les événements serviraient de catalyseur pour une plus grande intégration régionale. Le modèle de coopération sahélienne pourrait inspirer d'autres pays voisins et la doctrine intelligence-mobilité-unité pourrait devenir un socle de développement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce modèle pourrait entraîner un renforcement des partenariats Sud-Sud et ouvrir la voie à des accords commerciaux plus favorables entre les pays africains. Les réformes politiques et économiques seraient accélérées tandis que l'influence de l'Afrique sur la scène mondiale croîtrait. Cependant, ce scénario repose sur la capacité de la région à maintenir l'unité, à prévenir les divisions internes et à se défendre contre les tentatives de déstabilisation externe. L'un des défis majeurs de ce scénario serait la gestion des tensions internes et le renforcement des institutions démocratiques. Scénario fragile. Worst case. Le pire scénario envisage un effritement des alliances sahéliennes avec des tensions internes qui émergeraient au sein de l'AES, Alliance des États sahéliens. Les divergences de priorité entre les membres exacerbées par des campagnes de désinformation étrangères pourraient affaiblir la cohésion de la région. La récession économique mondiale combinée à la baisse des investissements étrangers pourrait conduire à une crise de confiance parmi les populations locales. La montée des défis sociaux et économiques, conjuguée à des tensions diplomatiques croissantes avec les puissances extérieures, risquerait de faire s'effondrer la structure fragile de la coopération sahélienne. Ce scénario met en lumière la nécessité d'un leadership fort capable de maintenir l'unité tout en répondant aux besoins pressants de la population. À travers l'offensive menée par Ibrahim Traoré, une question fondamentale se pose à nous tous. Comment un peuple peut-il se réapproprier son destin face à des années d'incertitude et de dépendance extérieure? Le Sahel, à travers cette transformation historique, nous offre une réponse. Mais au-delà des chiffres des stratégies et des batailles remportées, ce sont les vies humaines qui se jouent dans cette dynamique. Les populations sahéliennes, souvent invisibles dans les grandes narrations internationales, sont désormais au cœur de cette évolution. La véritable victoire de Ibrahim Traoré ne réside pas uniquement dans les victoires militaires, mais dans le changement profond de la perception de l'avenir. Dans les villages qui ont longtemps vécu dans la peur et l'incertitude, un sentiment de dignité retrouvée a émergé. Les déplacés commencent à revenir chez eux. Les enfants retournent à l'école, les marchés se rouvrent et avec eux la promesse d'un avenir plus stable et plus prospère. Cette victoire, qui semble si lointaine pour certains, est d'abord une victoire pour les femmes, les enfants, les familles qui ont vécu des années d'incertitude. Ce n'est pas simplement une victoire politique ou militaire, mais une réappropriation de la narration du Sahel. Il ne s'agit pas de gagner une guerre pour le contrôle d'un territoire, mais de bâtir un avenir collectif fondé sur la solidarité, l'autonomie et la résilience. Ibrahim Traoré a redonné au peuple sahélien la possibilité de rêver d'un avenir où il n'est plus spectateur de son histoire mais acteur. L'histoire du Sahel s'écrit désormais entre les mains de ceux qui ont vécu ces événements. La solution pour un Sahel durable et autonome ne réside pas uniquement dans des victoires militaires ponctuelles, mais dans un plan stratégique qui repose sur la cohérence, la planification et la coopération régionale continue. Ibrahim Traoré a montré que l'autonomie, qu'elle soit militaire, économique ou politique, se bâtit en plusieurs étapes précises, nécessitant l'implication de tous les acteurs des gouvernements aux populations locales. La première étape essentielle est de renforcer les institutions locales. Il est impératif que le Burkina Faso et ses voisins mettent en place des structures de gouvernance qui ne dépendent plus des systèmes extérieurs, mais qui répondent aux besoins locaux. Cela inclut la modernisation des administrations, l'amélioration de la transparence et la mise en place de mécanismes démocratiques permettant à la population de participer activement aux décisions politiques.
La deuxième étape est de développer les infrastructures LOL. La guerre pour la souveraineté ne se gagne pas seulement par la force, mais aussi par la capacité à contrôler ses ressources et à assurer la continuité des services vitaux. Cela signifie renforcer les infrastructures de communication d'énergie et de transport en s'appuyant sur des technologies locales adaptées aux spécificités de la région. Ces infrastructures permettront non seulement de renforcer la sécurité, mais aussi de stimuler l'économie locale. Troisièmement, la coopération régionale doit être un pilier central de la stratégie à long terme. L'unité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso doit être consolidée en établissant des mécanismes de coordination sécuritaire et économique. En outre, le modèle sahélien pourrait être étendu à d'autres pays de la région, créant un réseau d'alliances fondé sur l'autonomie et la solidarité. Enfin, la participation de la population est primordiale pour garantir la pérennité de ce modèle. La population doit se sentir non seulement protégée, mais aussi impliquée dans les décisions qui la concernent. Cela passe par des programmes de sensibilisation, d'éducation et de formation pour renforcer le lien entre les autorités et les citoyens. Alors que l'opération de Ibrahim Traoré touche à sa fin, l'impact de ce changement radical se fait sentir non seulement sur le terrain, mais dans les cœurs des populations sahéliennes. Ce qui semblait être une lointaine utopie, un Sahel autonome fort de sa propre identité et capable de se défendre, est désormais une réalité tangible. Dans les villages, là où la guerre a laissé des cicatrices profondes, les enfants recommencent à jouer dans les rues. Les marchés autrefois désertés se remplissent à nouveau de vie. Les familles déplacées retrouvent leurs terres et leur dignité. Ce retournement n'a pas été seulement un défi militaire, mais un appel à l'espoir, une réaffirmation de la souveraineté non seulement politique, mais aussi humaine. C'est dans ces petites victoires quotidiennes que réside la véritable force de cette transformation. Une communauté qui, après des années d'humiliation et d'incertitude, reprend enfin son destin en main. Ce n'est pas un grand discours qui a changé le Sahel, mais l'engagement quotidien de ses citoyens, de ses soldats et de ses leaders comme Ibrahim Traoré. Les dunes du désert, témoins de nombreuses batailles, ont entendu un message silencieux mais puissant. Ce n'est plus l'ennemi qui dicte la règle du jeu, c'est le Sahel qui écrit son histoire. Le Sahel a franchi un tournant décisif, mais le chemin reste encore à tracer. Le rôle de Ibrahim Traoré et de ses alliés ne s'arrête pas là. Il est maintenant entre les mains des peuples sahéliens de continuer ce voyage de souveraineté et d'autonomie. Les victoires remportées ne sont que les premières étapes d'une transformation profonde qui nécessite la participation active de chaque citoyen, de chaque famille, de chaque communauté. C'est à nous tous, en tant que spectateurs et acteurs de ce changement, de soutenir cette vision collective, de l'adopter comme un modèle pour l'avenir. Le CL fort de sa diversité et de son potentiel doit désormais construire sur ses succès. Mais pour que cela soit durable, chaque voix, chaque geste compte. Il ne s'agit pas seulement de voir une région changer, mais de participer à ce changement. L'engagement, la solidarité et la résilience sont les clés pour assurer que cette nouvelle ère ne soit pas éphémère, mais qu'elle marque un véritable tournant pour le Sahel et au-delà.